Semaine, je vais demander à Thomas et à Geoffroy de venir sur cette scène. Et je vous demande de les accueillir chaudement avec vos applaudissements. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Geoffroy, tu peux te présenter en quelques secondes ? Bonjour, Geoffroy Franckving, je suis directeur de la marque Magimix et directeur omnicanal. Thomas. Thomas, directeur commercial et partenariat d'Evolutive Group. Merci à vous deux. On est là donc pour parler omnicanalité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit zoom sur le parcours de Geoffroy et savoir quand il est arrivé au sein de Magimix, quels étaient les défis auxquels il était confronté. Mais peut-être un petit peu avant, parler de qui est Magimix pour ceux qui ne savent pas quelle est cette marque et ce qu'elle fait. Alors j'ai la chance d'être un vieux du digital puisque je suis dans le web depuis 1995 maintenant et j'ai eu la chance de participer à l'aventure digitale de grands groupes comme L'Oréal, Unilever, SFR, LVMH. Et aujourd'hui je suis directeur de l'expérience client et omnicanal et de la marque de Magimix, qui est une petite boîte par rapport à ce que j'ai fait jusqu'avant, mais qui est une petite pépite française. Donc on regroupe des pépites françaises ce matin et cet après-midi, donc c'est plutôt agréable de voir des champions français comme ça. Donc Magimix, c'est l'inventeur du robot multifonction. On a presque 50 ans et on fabrique nos produits en France. Et l'enjeu de Magimix, c'était de se dire que la distribution de Magimix était particulièrement attachée à ses distributeurs, à son contrat de distribution sélective, Boulanger, Darty, et qu'on avait assez peu de relations clients directes. Et tout l'enjeu de la digitalisation de Magimix, c'est de compléter l'expérience avec nos redistributeurs retailers vers nos clients finaux. Et quand tu arrives en 2018, quelles sont tes missions quand tu prends ton poste ? La première mission, c'est d'abord de connaître nos clients finaux, nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on connaissait nos distributeurs par cœur, on avait de très bonnes relations avec eux, on avait une organisation qui était vraiment centrée sur nos distributeurs. Et le challenge avec un grand nom, c'est vraiment de se dire comment je viens compléter mon approche retail, donc comment je n'abîme pas et comment j'utilise le digital pour renforcer cette relation avec mes distributeurs, mais aussi comment j'utilise le digital pour créer une véritable relation avec mes utilisateurs finaux de mes produits. Donc ça va depuis des choses très basiques comme l'enregistrement de produits, un certain nombre d'opérations digitales sur lesquelles on utilise le cœur de PrestaShop pour faire de la livraison, y compris pour des éléments de nos distributeurs, mais jusqu'à l'écosystème total de Magimix, puisque quand aujourd'hui on achète un robot de préparation culinaire chauffant, on n'achète pas uniquement un robot, mais on achète un écosystème digital à travers des recettes, des programmes d'utilisation, de notre smartphone qui peut piloter notre robot à distance pour préparer les repas en partie à votre place, etc., etc. Donc vraiment l'enjeu, c'est vraiment la digitalisation au sens large, la relation client, évidemment le média aussi, qui est extrêmement important, puisque le digital devient le premier point de contact finalement avec nos clients et nos prospects, jusqu'à l'écosystème autour des produits. Bon, c'est un projet qui est ultra dense. Quand tu arrives, quel est l'état de maturité de Magimix par rapport au digital ? Alors c'est ce qui m'a plu, puisque la maturité était assez courte finalement, mais l'ambition était là et les moyens qu'on m'a donnés étaient assez agréables et surtout la feuille de route assez libre. Donc c'était ça qui était extrêmement contraint et avec aussi une agilité dans les développements informatiques et IT qui était extrêmement appréciable. Donc on m'a donné une liberté de développer l'écosystème digital le plus agile possible avec une direction informatique très ouverte à cette agilité. Donc on t'a donné les clés, on t'a dit, bon, Geoffroy, globalement, on va être sur le digital, maintenant à nous de nous dire où est-ce qu'on doit aller et comment on doit y aller. Il y a deux enjeux, la marque, comment la marque rentre dans le 21e siècle, comment elle se digitalise, comment elle digitalise sa relation, comment elle digitalise ses médias, et après, comment tout le digital peut apporter une relation amplifiée autour des produits. C'est exactement ça. Et quand tu prends donc, tes fonctions, donc tu découvres l'entreprise, quels sont les tout premiers chantiers que tu lances ? Alors, je suis rentré en juin et l'ambition c'était de se dire on va quand même pas rater Black Friday, donc c'était en novembre. Et donc entre juin et novembre, il fallait qu'on ait développé un écosystème e-commerce complet. Donc d'une logistique B2B à un site de marque basique, enfin un site de présentation. Donc il y a deux chantiers en parallèle, la présentation de la marque et des produits, donc c'est vraiment l'aspect marketing. Et à côté de ça, comment je transforme mon entrepôt logistique en B2B
en direct to consumer, donc vraiment le pick-up, tous les éléments importants. Comment je plug le moteur e-commerce le plus agile possible avec mon ERP. Vous utilisez quoi en ERP? AX, Microsoft AX. Ok. Et surtout, comment je redéveloppe autour de mon écosystème PrestaShop aussi mon service de relation client. Okay. En mise en place de Zendesk, etc. Donc tout ça, ces chantiers sont extrêmement importants. Et comme on est omnicanal, l'enjeu, c'était évidemment pas de partir en e-commerce en franc-tireur. C'est absolument pas le sujet. On n'est absolument pas là pour concurrencer directement nos distributeurs. On est là pour apporter du service à nos distributeurs aussi. Et un élément important de la relation avec nos distributeurs, c'est que Magimix anime souvent la vente de ses produits au travers de cadeaux que l'on offre. Et donc pour moi, ça a été véritablement l'occasion de rentrer en relation directe avec le client final, donc de digitaliser complètement le parcours pour recevoir ses cadeaux, donc enregistrer son produit sur notre plateforme, choisir les cadeaux auxquels on est éligible et utiliser finalement de façon complètement transparente pour mes utilisateurs tout le back-office de PrestaShop, de mon écosystème e-commerce, pour livrer en 48-72 heures chez le client le cadeau qu'il a eu, dont on lui a fait la promesse, en tout cas au moment où il achète son produit. Ok, donc au final, une mission ultra large, mais avec différentes BU sur lesquelles tu as dû travailler, notamment la logistique. Enfin, comment vous avez réussi, un tour de force en 3-6 mois, pour le coup, à passer d'une logistique B2B où on livre de la palette à globalement être en capacité de faire de l'expédition quasi unitaire? Exactement. Alors on a eu la chance, c'est qu'on a un entrepôt à qui on est vraiment partenaire. Donc on a passé des journées dans les entrepôts à designer un espace dédié au e-commerce, à réorganiser l'ensemble de l'entrepôt pour que les principaux produits vendus en e-commerce soient rapprochés de ce pick-up point e-commerce. On a designé des cartons e-commerce qui n'existaient pas, évidemment, pour suremballer nos produits tout en ayant évidemment une démarche hyper respectueuse de l'écologie, c'est-à-dire minimiser. C'est-à-dire qu'il y a certains cartons qu'on a enlevés de nos produits pour remplacer par le carton e-commerce. Donc on a véritablement eu, avec nos partenaires logistiques, une démarche complète. Et on a eu aussi tous les travails avec différents transporteurs, puisqu'on a des produits qui font 30 kg jusqu'à des livres. Donc il a fallu évidemment qu'on trouve les meilleurs partenaires de distribution selon le produit entre une enveloppe et un colis de 30 kg. Tu mentionnais le fait que vous ajoutiez des plus produits. Est-ce que c'est un moyen pour vous de motiver l'acquisition et l'expérience sur le site, ou au final ça fait partie de l'ADN de Magimix comme ça, d'ajouter ces plus pour se différencier par rapport à ton circuit de distribution classique, type boulanger? Alors, on ne se dissocie pas d'eux. On a la même promesse, quel que soit le canal d'achat. La promesse d'omnicanalité de Magimix, c'est de se dire, finalement, ma seule mission, c'est de permettre à n'importe quel prospect d'acheter sur le canal de son choix, mon où il veut. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas là pour remplacer le magasin. Je ne suis pas là pour remplacer le click and collect de mes distributeurs. Au contraire, je suis là pour que l'ensemble des achats se retrouvent à la fin. On ait un client qui soit ultra satisfait à la fois du produit, mais de l'ensemble des services qui sont autour de Magimix. Et notamment la digitalisation du parcours qui permet de récupérer ces cadeaux malgré un achat en parcours retail nous a énormément aidé aussi dans la relation avec nos distributeurs, puisque plus personne ne venait dans les magasins demander où en était son cadeau, etc. Parce qu'à l'époque, avant qu'on digitalise complètement ce parcours-là, il pouvait y avoir des processus qui prenaient 6-8 semaines, donc c'est quelque chose d'extrêmement long, un irritant extrêmement fort, et donc les gens qui revenaient en point de vente physique en disant j'ai toujours pas reçu mon cadeau Magimix. Okay. Et ça, c'était juste inacceptable en termes d'expérience de marque. Et donc, quand on a expliqué tout ce parcours et cette digitalisation avec nos distributeurs, immédiatement, ils y ont vu le bénéfice aussi de se dire oui, finalement, vous allez amplifier la satisfaction client, puisque, comme dans un processus e-commerce, vous allez over-communiquer sur où en est mon produit, où en est mon paquet a été distribué, etc. etc. Donc, tous ces irritants que vous pourriez avoir, on a pu avoir historiquement, vont complètement disparaître, sans pour autant nous concurrencer, puisque quand vous venez récupérer votre produit que vous achetez en parcours retail, vous n'êtes absolument pas exposé à la e-boutique. Là, ça a l'air très simple quand on parle. Quels ont été les gros freins que tu as dû lever avec ton équipe dans un premier temps? Est-ce que c'était un frein d'éducation en interne sur la nécessité de se digitaliser? Est-ce que ça a été, on en a parlé à l'instant, ton circuit de vente qui ne voyait pas forcément d'un bon oeil le fait que vous ayez une boutique e-commerce? Qu'est-ce qui a vraiment été le plus gros challenge que vous ayez eu à relever? Évidemment, la digitalisation, c'est d'abord la transformation d'entreprise. Une petite anecdote, c'est que la première semaine où je suis rentré chez Magimix, quand je parlais de clients,
on ne se comprenait pas dans l'entreprise puisque l'ensemble de l'organisation, quand je parlais de clients, eux, ils parlaient de nos distributeurs. Et moi, je parlais du client final. Donc voilà, on a juste eu une petite semaine où il a fait qu'on se mette, qu'on s'aligne sur les mots, sur les rôles de qui et de quoi. Donc ça, c'était véritablement de conserver absolument notre passion et notre relation très fusionnelle avec nos distributeurs, mais aussi d'apporter la vision client. Donc ça, c'était le chantier, mais qui est un chantier inhérent à l'ensemble des transformations digitales qu'on a tous pu faire par ailleurs. Le deuxième chantier, c'était évidemment d'expliquer qu'on n'est pas là pour concurrencer. Ce qui est le cas, on est une e-boutique qui est au prix de vente recommandé. Donc évidemment, les prix sont libres ensemble. En France, c'est la seule discrétion des distributeurs. Donc moi, je ne suis pas là pour concurrencer mes distributeurs. Mais on est capable d'avoir créé des relations tellement fortes que lorsqu'on s'est retrouvé le 20 mars 2020, où je suis passé de 3000 magasins physiques en France à 3 magasins en ligne, il a fallu se réinventer. Donc on a commencé évidemment à demander à nos formateurs, donc les gens qui historiquement faisaient des démos dans les magasins, de prendre leur téléphone portable et de commencer à faire des démos produits directement sur leur téléphone portable qu'on a diffusé sur nos réseaux sociaux. À la suite de quoi, on a fait une opération qui s'appelait Home Food Magimix, où on s'est dit, finalement, on a un pôle d'influenceurs important avec nous. On se retrouve tous à cuisiner 3 fois par jour pour toute la famille. Donc on a demandé à tous nos influenceurs de nous aider à créer du contenu autour des recettes et autour de la pédagogie, autour de l'ensemble des produits. Ils se sont absolument appropriés immédiatement cette opération et on a accompagné cette opération en disant on va faciliter l'accès aux recettes grâce à nos influenceurs, on va leur demander de créer des contenus. En contrepartie de quoi, on va faciliter l'accessibilité à nos produits. Donc on a proposé une réduction grâce à nos influenceurs sur notre e-boutique. Et on a accompagné cette vente de nos e-boutiques par un don auprès de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Donc on a véritablement créé un socle, une opération comme ça, où on facilitait l'accessibilité aux recettes, l'accessibilité aux produits et l'accessibilité prix aussi. Et on l'a, au bout de 15 jours, 3 semaines, ça a fonctionné tellement bien qu'on était voir nos distributeurs, qu'on leur dit, est-ce que vous voulez participer avec nous avec cette opération? Et donc à partir de là, Darty, par exemple, nous a rejoints dans cette opération et a joué avec nous en même temps. Donc ils étaient depuis notre e-boutique, on renvoyait, comme on renvoie toujours sur le site de Darty. Et Darty a aussi participé à cette opération de Home Food Magimix et eux-mêmes se sont engagés à faire un don, etc., etc. Donc on a véritablement créé, même à travers notre e-boutique, une opération omnicanale depuis les influenceurs, nos distributeurs et l'accessibilité à nos produits. Ok, donc tu as réussi à embarquer ton canal de distribution sur ce type d'opération. C'est toujours hyper important d'avoir ces distributeurs historiques qui soient évidemment pas des concurrents, mais qui soient vraiment des partenaires de l'expérience client Magimix au global. Super. Thomas, j'aimerais bien zoomer avec toi sur l'histoire parce que là, à nouveau, on a déroulé quelques mois, quand même, d'une vie commerce assez riche. Côté agence, comment ça se passe quand on arrive face à ce type de projets qui sont ultra ambitieux, avec des délais qui sont quand même ultra serrés, pour le coup. Donc je te vois sourire, donc c'était le cas. Comment vous avez approché le sujet chez Evolutive ? Alors, nous, la réalité, c'est que toute l'histoire que raconte Geoffroy, c'est nos clients préférés. Chez Evolutive, parce que voilà, vous ne nous connaissez probablement pas ou pas tous, on a commencé en étant des marchands il y a 16 ans. Evolutive, ça a 16 ans. Et en fait, on était concessionnaire e-commerce. Donc en fait, on était derrière. Et ça, c'est la vie d'Evolutive qui progressivement le marché s'est inversé. Les marques ont internalisé l'e-commerce. Et nous, on a internalisé le service. Et aujourd'hui, d'accompagner du bout en bout de la chaîne une digitalisation aussi forte avec, à chaque fois, quand on parle de digitalisation, on parle de délai de fou. C'est tous les projets, c'est pareil parce que là la digitalisation c'était en 2018 mais on a encore des cas de figure aujourd'hui d'entreprises qui ne sont pas digitalisées et qui du coup ont besoin de le faire très vite parce que le temps, le business le nécessite et nous en ayant été en fait marchand, là où on gagne beaucoup de temps, je pense que c'est dans la compréhension des problématiques et notre boulot c'est de comprendre bien les problématiques, les besoins, dans les bonnes phases, être là au bon moment, au bon endroit, parce que les problématiques de 2018 n'étaient pas du tout celles de 2020 et ne seront pas celles de 2021 et 2022, et de mettre en face la bonne équipe, qu'elle soit technique, mais aussi d'accompagnement projet, parce que justement,
voilà, des directeurs comme Geoffroy ont besoin d'avoir leurs équipes en interne et d'avoir aussi leur agence auprès d'eux. Et en fait, on n'est qu'une seule et même équipe pour lancer ces projets-là. Et en fait, nous, on s'investit comme si c'était notre propre entreprise, quelque part, de mener à bien cette digitalisation dans ces délais-là. Et tu parles d'équipe. Un projet comme celui de Magimix, ça monopolise combien de ressources en interne et quelle typologie de profil? Est-ce que forcément un chef de projet, des devs, mais forcément c'est toujours variable en fonction des périodes, mais là aujourd'hui de notre côté il doit y avoir 6 ou 7 personnes sur les différents pôles d'activité qu'on peut avoir. Alors il y a évidemment les développeurs, il va y avoir la partie architecte technique, donc ça c'est pour la partie technique, mais après on a aussi sur le pôle acquisition avec le référencement naturel, on parlait tout à l'heure dans la conférence d'avant de la performance qui est un vrai sujet, donc voilà, la gestion de projet aussi, évidemment, l'accompagnement, le pilotage, comme on l'appelle chez Evolutive, pour justement en fait, enlever les points de friction, permettre que la communication entre nos deux structures soit la plus fluide possible pour atteindre les objectifs qu'on se fixe ensemble. Et côté Magimix, comment toi, tu as structuré ton service justement? Est-ce que tu as un point de contact avec Evolutive ou tu as plusieurs personnes qui leur parlent en direct? Ouais, j'ai 2 équipes principales. Une partie qui est sur la marque, les contenus, l'influence, les RP, etc. Et qui travaille évidemment sur les contenus avec mon autre équipe, qui est plutôt le pôle digital acquisition, où là j'ai une équipe à la fois des chefs de projet et de l'acquisition. J'ai pas vocation à avoir des grosses équipes en interne non plus. C'est pas le business model de Magimix, c'est pas l'agilité que je souhaite avoir. Je préfère avoir plus de partenaires extrêmement intégrés avec mes équipes que démultiplier chez moi les ressources. Et en termes de recrutement, quand toi tu es arrivé, il y avait déjà des profils en interne qui avaient une connotation digitale, ou tu as été recruter la totalité de ton équipe, et combien de temps ça t'a pris? Alors j'avais beaucoup de chance, j'avais 2 jeunes femmes assez exceptionnelles déjà dans mon équipe à l'époque, dont le périmètre de travail a évidemment largement évolué depuis 2 ans, mais ce sont toujours les 2 jeunes femmes qui dirigent mes 2 pôles, Cécilia et Solène. Et donc Solène a toute la partie technique acquisition, qui a vu son équipe multipliée par 4, et puis Cécilia sur toute la partie marque, contenu, réseaux sociaux, et qui a vu son équipe aussi multipliée par 2 ou 3. Une question pour vous deux, est-ce qu'aujourd'hui le recrutement c'est un enjeu? C'est-à-dire que est-ce que vous préférez prendre des profils plutôt juniors parce qu'il y a une pénurie sur ce type de profil-là, ou vous préférez investir au final sur des profils plutôt seniors, bien, on va dire, bien expérimentés, pour aller justement sur des sujets assez complexes comme l'omnicanalité? Alors nous, on a 15 postes ouverts d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un dans la salle. Et on cherche des profils effectivement plutôt seniors, mais on ne ferme pas et on ne fermera jamais. Je pense qu'aucune entreprise peut se permettre de fermer la porte à un junior ou à des juniors. Après, avoir des juniors, ça demande que les seniors puissent les accompagner, qu'on soit structuré pour les faire progresser. Donc en fait, c'est toujours un point d'équilibre. Mais oui, le recrutement dans le digital est un enjeu majeur pour, je pense, pour tout l'écosystème. Hein. Je pense que PrestaShop n'en fait pas exception non plus. On cherche tous nos pépites. Et par contre, quelque chose, juste pour fermer ce point sur le recrutement, quelque chose qui a beaucoup changé depuis la période Covid, c'est que voilà, nous, on a fait le choix, par exemple, de recruter sans regarder l'adresse maintenant. Parce que les 2 points en fait les plus importants dans un recrutement, c'est la compétence évidemment, mais c'est aussi l'état d'esprit. Est-ce que l'état d'esprit du futur, du candidat, colle avec l'état d'esprit d'Evolutive? Parce que en fait, voilà, c'est important qu'on soit tous et qu'on ait tous la même envie de faire, et en gros le même objectif sur lequel on se lève le matin, c'est vraiment de faire grandir nos marchands. Et ça, c'est le plus important pour nous. Et toi, Geoffroy, au niveau du recrutement, c'était... Alors, donc moi, je n'aurai jamais de grande équipe en interne. J'ai plutôt une philosophie d'aller prendre les meilleurs experts extérieurs qui vont s'appuyer sur les métiers uniquement stratégiques chez moi. Okay. Donc comprendre mon métier, et après, derrière, aller trouver
les meilleures agences, les meilleurs partenaires, et faire grandir. Et puis recruter, encore faut-il permettre aux gens d'évoluer. Donc moi, la philosophie, c'est plutôt de faire grandir mes équipes doucement, et puis quand mes marchés vont être assez matures sur le digital, envoyer mes équipes HQ développer les marchés en e-commerce ou des choses comme ça. Top. Concernant les synergies, justement, je vais revenir sur cette partie-là, à la fois sur le physique et sur le digital. J'imagine qu'il y a une intégration de plus en plus forte au fur et à mesure. Bon, le Covid, tu l'as exprimé, a été un vrai accélérateur. C'est quoi vos prochains projets, justement, pour aller encore plus loin ? Je crois qu'il n'y a plus de barrière entre le physique et le digital, en fait. Moi, aujourd'hui, j'essaye d'expliquer à mes équipes qu'il n'y a pas du retail, il n'y a pas du e-commerce de côté, il n'y a plus qu'à essayer de réfléchir et de penser en commerce connecté. Donc c'est pour ça qu'on a des projets, nous, de live shopping qui vont évoluer. Donc évidemment, on avait des distributions, des démonstrations en magasin. Donc on va, avec nos distributeurs, créer à partir du 9 novembre toute une série de live shopping assez innovants avec des partenaires comme Unify. Donc ça va être un gros événement qui va sortir sur là. Et on intègre directement nos distributeurs dans ces lives. Et puis après, on se dit que toujours dans cette vision de commerce connecté, c'est pas parce que il n'y a pas de démonstrateur en magasin que la marque ne peut pas faire une démonstration digitale et en tout cas à distance. Donc on est en train d'essayer aussi de mettre en place de la démo virtuelle en magasin directement opérée depuis nos démonstrateurs en interne. Donc, on est vraiment sur un parcours omnicanal. Avant de lancer le talk, on a parlé de l'Australie. Donc là, on a fait un focus sur la France, mais Magimix, c'est un acteur français et aussi qui va à l'international. Comment vous avez appréhendé justement l'expérience digitale dans un autre pays ? Est-ce qu'il y a des codes à respecter ? Est-ce qu'il y a un vrai gros changement sur certains fondamentaux ? Ou au contraire, au final, c'est plus ou moins maintenant la même expérience pour tous. Et donc du coup, vous allez au final dupliquer ce que vous avez réussi à créer pour la France et le réaliser en Australie. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qui différencient la France des autres pays. C'est le modèle économique et l'intégration avec nos distributeurs ou pas, et l'expérience de marque. L'expérience de marque, elle va être la même dans tous les pays. C'est-à-dire que la fluidité du parcours entre le retail et le e-commerce, ça, c'est quelque chose de structurel dans notre proposition, jusqu'en Australie, avec toutes les convexités que ça peut avoir d'organisation, de timing, de compréhension, etc. Ce qui va changer au niveau du modèle économique, c'est évidemment la puissance, en tout cas, de la distribution, de notre distribution sélective, la GSS en France, n'existe pas forcément dans les autres pays, au UK, en Hollande, etc. Et tout le jeu, c'est bien de travailler cette omnicanalité avec les acteurs locaux, et puis dans les pays où c'est pertinent, intégrer des pure players. Et à ce moment-là, c'est véritablement comment notre outil IT global est capable d'alimenter l'ensemble de ces canaux de distribution, même s'ils sont plus hétéroclites qu'en France. Et toi, à ton niveau, Thomas, est-ce que tu vois une différence entre le fait de lancer un site en France et un site à l'étranger ? Après, le socle technique reste le même, et c'est ça aussi l'enjeu qu'on a avec beaucoup de clients et avec Magimix, c'est d'avoir un socle technique qu'on puisse... alors je ne vais pas utiliser de termes techniques, mais on n'en est pas au copier-coller, hein, mais d'essayer d'avoir une architecture qui soit la plus saine, la plus pérenne possible pour être déployable, parce que être scalable, que ce soit en chiffre d'affaires en France ou à l'international, en fait, ça reste une manière de grandir. Et donc pour ça, il faut vraiment penser toujours l'architecture d'un site, même si au départ, il n'y a pas forcément de projet d'internationalisation, etc. Ça finit toujours par arriver. Donc du coup que nous, on soit capable de déployer ça sans qu'il y ait trop de friction technique, parce que c'est le pire dans l'expérience utilisateur marchand. La friction technique, c'est d'essayer que, et Alexandre le disait ce matin dans son introduction au PrestaShop Day, c'est de se dire, oui, il faut que l'internaute ait une expérience sans couture. Et nous, en tant qu'agence, on veut aussi que les marchands aient autant que possible une expérience sans couture, que ça soit le plus fluide possible, avec tout l'écosystème aussi de partenaires, d'ERP, d'infogérance, et toutes les problématiques, et internationales ou pas, c'est ça vraiment l'expérience qui est importante. Ok. Et juste un mot là-dessus, c'est important pour nous d'avoir des plateformes plus cohérentes, même si c'est pas exactement les mêmes, mais cohérentes, parce que l'enjeu que je donne pour mes équipes,
c'est pas forcément de se comporter comme des techos ou des experts techniques. Moi, la patronne de mon pôle digital, aujourd'hui, son gros challenge, et ce qui me plaît plus dans son accompagnement, c'est d'en faire un business leader. C'est pas du tout d'en faire une technicienne. Donc il faut qu'on s'appuie sur des plateformes qui sont le plus cohérentes possible, ce qui me permet aussi de développer des expériences en Angleterre que j'ai pas forcément encore en France, ou en Hollande, par exemple, ou en Australie, de façon à ce que tous mes pays n'essayent pas les mêmes choses en même temps et avoir une richesse comme ça de case que je vais pouvoir après réexploiter sur l'ensemble de mes plateformes. Et ce qui est plus frustrant dans ces cas-là, c'est si quelque chose qui marche au UK ne peut pas être répliqué en France ou dans un autre pays parce que ma plateforme ne va pas me suivre. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que mes équipes se concentrent sur une plateforme saine et sereine et cohérente, en tout cas de façon à ce qu'elles se focusent véritablement sur le développement de leur activité de business et en quoi le digital est porteur de valeur pour globalement l'entreprise. Donc si après il y a de la frustration parce qu'on n'est pas capable de répliquer les choses, ça c'est extrêmement dommageable. Et est-ce qu'il y a un test que vous avez opéré par exemple au UK qui a très bien marché au UK et qui n'a pas marché en France? Plutôt dans l'autre sens pour l'instant, mais Ouais. là, le marché UK est beaucoup plus digitalisé et beaucoup plus orienté sur les pure players. D'accord. Donc là, c'est là où on travaille l'ensemble de nos assets pour être de plus fluide avec des PIM et des DAM, etc., de façon à ce qu'on puisse envoyer le plus facilement au UK, même si nos amis anglais ont toujours une petite tendance à vouloir revoir ce qui a été fait par la France. Ok. Merci les Anglais. Pour finir, les 3 do et don't en omnicanal. Pas simple. On l'a pas, pour prévenir, on n'a absolument pas préparé cette question. C'est facile. Don't, c'est ne considérez pas vos circuits de distribution historiques comme dépassés. Gagnez en maturité dans votre relation avec eux, au contraire. Et do, soyez le plus transparent possible avec eux, au contraire. On est à la fin là pour servir nos marques. Eux, ils sont là pour servir les ventes de nos marques et nous, on est là pour servir notre marque en nous. Donc, allons-y en toute transparence. Et plus finalement, en tout cas de mon expérience chez Magix, plus je reparle et plus finalement on arrive à inventer des choses ensemble. Thomas? Ouais, moi, je dirais qu'il est quand même triste que le Covid ait enfin écrasé les frontières. Alors c'est une chance, bon, c'est dommage que ce soit le Covid qui l'ait fait, mais ça fait 10 ans qu'on est, alors nous en tant qu'agence, moi personnellement convaincu et que je répète que l'e-commerce et le physique, que ça soit en ayant des distributeurs mais ou en ayant des boutiques propres ou des franchisés, parce que en fait c'est ça l'écosystème omnicanal, c'est ces 3 cas-là, c'est j'ai mes propres boutiques, j'ai des distributeurs ou j'ai des franchises. Et du coup, en fait, tout le monde est là pour que la marque vende, et l'expérience unifiée ne fera que développer le business de chacun des leviers. Et c'est ça qui est enfin cette prise de conscience. Moi, je trouve ça vraiment vraiment génial, parce que on le voit, et que ça soit avec voilà, des acteurs en distribution mais aussi en franchise, où le click and collect génère aussi de l'achat impulsif en magasin et vice versa, et donc de vraiment casser les frontières. Et moi je le vois sur beaucoup de marques avec lesquelles on travaille, qui pouvaient encore avoir beaucoup de services qui ne se parlaient pas, le marketing qui ne parle pas au service digital, et où la DSI, ou alors les achats, comme tu pouvais le dire à l'époque, ça existait encore. Et c'est vrai que maintenant, tout le monde se parle, et en fait, ils sont tous dans le même bureau, et ils ont tous un constat commun. Ah tiens, nos ventes progressent. Un petit mot pour finir? À part, mettez-vous à la cuisine et prenez un robot. Merci de nous avoir invités déjà. Ouais, c'était un vrai plaisir. Merci. Puis merci à vous qui nous regardez de chez vous. On vous souhaite une très très bonne journée. Salut. Et puis à très vite. Merci beaucoup.